Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans ce chapitre, nous allons aborder le sujet des variables, leur déclaration, leur type et aussi leur portée. Alors nous allons déjà créer un nouveau projet Codesys. Nous allons choisir la cible, ce n'est pas exactement le même modèle que la dernière fois, mais la même plateforme, et nous allons choisir le langage, comme la dernière fois, le langage ladder. Alors lorsque nous ouvrons notre programme principal, le PLC-PRG, la partie déclaration des variables se situe dans la partie haute de la fenêtre. Ces variables sont des variables locales à notre programme. Elles seront donc accessibles en lecture et en écriture par notre programme. Ces variables seront cependant uniquement accessibles en lecture depuis l'extérieur de ce programme, c'est-à-dire un autre programme de l'application. La syntaxe de base d'une déclaration de variable est composée du nom de la variable et de son type séparés par 2 points. Dans notre cas, nous déclarons xbool, qui est un booléen, donc nous allons taper xbool, bool, point virgule, pour clore la ligne. Cette syntaxe est vraiment la syntaxe minimum de déclaration d'une variable, donc son nom et son type. Nous pourrons ensuite compléter par son initialisation. Nous utiliserons le double slash pour commenter cette déclaration de variable. Mémoriser la syntaxe n'est pas toujours facile, surtout au démarrage. Il existe donc un raccourci en faisant la touche Shift plus F2. Cela vous ouvre un assistant de déclaration de variables qui vous évite d'avoir la syntaxe en tête lorsque vous démarrez un nouveau projet. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir saisir le nom de votre variable et choisir ensuite le type de la variable souhaitée. Nous pouvons ensuite saisir le commentaire de cette variable, ainsi qu'une valeur d'initialisation. Nous allons donc procéder de la même manière pour les autres types de variables. Donc nous revoyons ici principalement les types les plus courants, il en existe beaucoup d'autres. Donc on peut compter parmi ces types les entiers, les words, les réels, les strings et les types time. Une particularité des types time, c'est que leur initialisation est un petit peu plus particulière qu'un simple entier ou une chaîne de caractères. On doit saisir les caractères T dièse avant la durée, ainsi que l'unité du temps choisi. Donc dans notre cas, nous avons saisi 10 secondes d'initialisation, donc nous avons saisi T dièse 10S. Nous aurions pu choisir une unité en minutes et saisir T dièse 10M pour 10 minutes. Nous avons déclaré des types assez courants et simples, mais dans chacune de ces catégories, il existe d'autres types de variables et d'autres subtilités. Si l'on parle par exemple des entiers, où nous avons saisi tout à l'heure un int pour un entier, ou un word, on peut le voir à l'écran, il y a beaucoup d'autres types de variables signées ou non signées, avec des espaces mémoire plus ou moins grands allant de 8 à 64 bits. De la même manière pour les réels, vous avez les réels et les L réels. Le réel prenant un espace de 32 bits et le L réel un espace de 64 bits. Concernant le type string, il s'agit d'un type un petit peu particulier pour les chaînes de caractères. Dans ce type, vous pouvez spécifiquement définir sa taille, et donc c'est une taille qui peut aller de 0 à 255 caractères. Normalement, le type string doit pouvoir aller au-delà de 255 caractères, cependant la majorité, voire la totalité des fonctions fournies par Codesys ne permettent de traiter que des chaînes jusqu'à 255 caractères. Pour les variables de type date and time, il existe plusieurs formats avec une précision à la seconde, et pour les variables de type
time, vous avez aussi une précision à la milliseconde. Il existe aussi un format L-time qui lui est précis à la microseconde et qui occupe l'espace d'un L-word, c'est-à-dire 64 bits. Donc nous avons créé quelques variables locales à notre premier programme, le PLC-PRG. Nous allons voir maintenant comment déclarer des variables globales. Donc il va falloir vous rendre dans l'arborescence de votre projet et ajouter un élément liste de variables globales. Nous pouvons donner un nom à ce fichier. Le nom proposé GVL correspond à Global Variable List. Comme vous pouvez le constater, la saisie est sensiblement la même que dans les variables locales. Donc nous allons créer une variable xButton qui sera de type booléen. Afin de comprendre la syntaxe d'appel de ces variables, nous allons saisir une petite ligne de programme afin d'affecter une variable avec une autre. Pour l'instant, nous allons prendre un contact et une bobine. On constate que la saisie de la variable xButton n'est pas vraiment reconnue à l'instant par le logiciel et qu'il nous propose de redéclarer une variable. Ceci est tout à fait normal car lorsqu'il s'agit d'une variable globale, le nom de la variable doit être préfixé par le nom du fichier de variable globale. C'est pour cette raison que je vous proposais de déclarer le fichier de variable globale avec son nom par défaut, et la syntaxe exacte est gvl.xbutton. Une petite astuce pour saisir ces noms de variables un petit peu plus rapidement, quand vous commencez à écrire le nom de la variable, à partir du moment où il y a un préfixe, si vous mettez le point après le préfixe, il vous propose les variables disponibles dans cet espace. Cependant, pour aller encore un petit peu plus loin, quand vous commencez à taper le nom d'une variable, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Alt-espace afin d'inciter l'éditeur à auto-compléter votre saisie. Dans le cas où plusieurs choix sont disponibles, ils vous seront proposés à l'aide d'une liste déroulante. Dans le cas où un seul choix est disponible, la saisie se complétera d'elle-même. Alors nous allons lancer notre application en mode simulation et voir les interactions avec cette variable. Afin d'interagir avec des variables du programme, vous pouvez directement double-cliquer sur la variable dans le programme pour écrire son état à une autre valeur que celle actuelle. Et ensuite, dans le menu débogage, vous allez pouvoir choisir d'écrire ou de forcer cette valeur. Tant que vous n'avez pas effectué cette étape, la valeur que vous avez saisie en cliquant ou en double-cliquant sur le contact n'affectera pas votre programme. Et comme vous pouvez le remarquer, le fait de préfixer les variables globales avec le nom de fichier de variable globale a permis au compilateur de différencier la variable xButton locale au programme de la variable xButton propre au fichier de variable globale. Alors afin de nous connecter à l'équipement et de pouvoir visualiser l'exécution du programme ou charger un nouveau programme, nous allons dans l'arborescence appareil aller cliquer sur l'élément Device, et sur cette fenêtre nous pouvons ensuite voir la liaison entre votre environnement de développement et l'équipement. Alors pour initialiser la communication avec l'équipement, il va vous falloir cliquer sur le bouton Parcourir le réseau, qui vous ouvre une fenêtre et fait une détection ou un scan automatique du réseau afin de détecter votre équipement et potentiellement de sélectionner l'équipement concerné dans le cas où plusieurs automates sont sur votre réseau afin que vous puissiez vous y connecter par la suite. Donc une fois l'équipement détecté, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous serez ensuite à même de pouvoir vous y connecter pour le charger
Alors étant donné que le sujet de cette partie de la formation traite des variables, il m'est paru aussi évident de vous montrer l'accès aux variables d'entrée-sortie justement, car elles sont ni plus ni moins que des variables, donc l'accès aux entrées-sorties physiques de votre équipement, c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Vous pouvez remarquer dans l'arborescence de votre projet à gauche un élément nommé PFC 100 bus, entre parenthèses Vago PFC 100 bus internal bus. Donc la dénomination peut légèrement varier en fonction du modèle précis de l'équipement, donc ça peut être un PFC 100 ou un PFC 200 potentiellement, mais en tout cas c'est l'élément de l'arborescence qui fait le lien avec vos entrées-sorties physiques. Maintenant que la connexion peut être établie entre le logiciel Codesys et votre équipement, nous allons nous y connecter afin d'aller détecter les entrées-sorties présentes sur la station. Donc cette fois-ci, nous allons nous y connecter, mais légèrement différemment que lorsqu'il s'agit d'un chargement de programme. C'est-à-dire que nous allons nous connecter en mode configuration. Donc c'est un bouton qui se situe à côté du bouton Stop dans le menu tout en haut. Vous allez pouvoir sélectionner ce bouton et accepter le fait de pouvoir vous y connecter. Donc il faut quand même bien prêter attention aux messages qui s'affichent dans la fenêtre, car le logiciel nous suggère de valider ou non le fait qu'en mode de configuration, les programmes dans l'API seront supprimés. Donc dans le cadre de la formation ou du démarrage d'un nouveau projet, cela n'est pas problématique. Mais attention, cela peut cependant être risqué si vous intervenez sur une installation en marche. Donc en effectuant un clic droit sur l'élément PFC 100 bus, vous allez pouvoir demander à Codesys d'effectuer une recherche d'appareil. Vous allez pouvoir ensuite valider la configuration détectée. Dans le cas où vous voudriez préciser une référence exacte, vous pourriez aussi aller sur chacune des références scannées pour préciser la référence exacte de la carte. Dans certains cas, les propositions sont des références génériques. Dans notre cas d'entrée-sortie tout ou rien ou analogique, nous n'avons pas de besoin d'aller préciser la référence complète de la carte détectée. Maintenant que nos cartes ont bien été importées dans la configuration, nous allons pouvoir nous déconnecter du mode de configuration et se rendre sur nos cartes pour aller définir les noms de variables que nous voulons donner à chaque entrée-sortie pour pouvoir y accéder dans notre programme. On peut remarquer aussi que sur le menu déroulant dans lequel nous avons sélectionné recherche d'appareil, nous pourrions aussi effectuer l'insertion d'appareil dans le cas où vous configurez votre projet au bureau, que le matériel n'a pas encore été livré. Vous pourriez aller choisir référence par référence les cartes à insérer dans votre configuration, ce qui vous permettrait de configurer votre projet sans avoir le matériel sous la main, de le faire hors ligne pour ensuite le charger une fois le matériel reçu. Lorsqu'on arrive sur cette fenêtre, on peut observer le catalogue de matériel qui est d'ores et déjà filtré pour le fabricant concernant la cible sur laquelle vous travaillez, et vous pouvez ensuite sélectionner précisément les cartes dont vous avez besoin. On peut remarquer que sur pas mal de cartes, comme les cartes d'entrée ou sortie tout ou rien, des références existent de manière générique afin de parer au large catalogue des différents fabricants. On pourrait par exemple retrouver une carte d'entrée 16 entrées tout ou rien, qu'elle soit PNP ou NPN. Côté logiciel, cela ne représente pas forcément de différence, donc certaines cartes ont été créées de manière un petit peu générique. Alors en double-cliquant sur chacune des différentes cartes de votre configuration, vous pouvez accéder au module de mappage des entrées-sorties. Et dans ce module, vous allez pouvoir donner un mnémonique à chaque variable d'entrée-sortie afin qu'elle soit rendue accessible comme une variable globale dans votre programme. Vous pouvez aussi remarquer que chaque entrée-sortie dispose d'adresses. Alors comme vous pouvez le remarquer, lorsque vous saisissez un nom à donner à un canal, vous apercevez le petit bouton avec les 3 petits points qui vous permet d'ouvrir l'aide à la saisie. En fait, en sélectionnant ce bouton, vous pourriez potentiellement aller choisir une variable
déjà existantes dans votre programme. On pourrait imaginer un fichier de variable globale dédié à vos entrées-sorties que vous auriez défini au démarrage de votre projet et que vous puissiez aller affecter des variables existantes à vos entrées-sorties. Ce qui permettrait de commencer à développer un projet sans avoir encore la notion des entrées-sorties de définies au moment de la programmation, et vous pourriez ensuite ajuster en fonction de la configuration exacte qui aurait été choisie. Nous voilà de retour dans notre programme. Nous allons par exemple aussi sélectionner une variable dans ce programme, et en faisant les raccourcis Shift F2, cela nous permet de réouvrir le déclarateur de variable. Dans le champ adresse, vous pouvez aussi saisir l'adresse d'une entrée ou d'une sortie afin d'affecter une variable locale à une adresse de votre configuration physique, et dans notre cas nous allons affecter la variable xbool à une sortie afin de pouvoir la piloter directement depuis notre programme. Nous allons maintenant nous connecter à notre programme et le passer en run avec le bouton dédié à cette fonction, ou alors par le raccourci de la touche F5, et nous allons pouvoir visualiser l'effet de notre programme sur le pilotage de la sortie. Une fois le programme démarré, nous pouvons constater les petites flèches jaunes qui tournent à côté de nos entrées-sorties, qui symbolisent que nos entrées-sorties sont bien rafraîchies par l'environnement d'exécution de l'application. S'il y avait un problème, vous pourriez potentiellement observer ces petites flèches en gris si jamais les entrées-sorties n'étaient pas rafraîchies, ou alors un triangle en face indiquant qu'il y a un problème. Alors lorsque vous vous rendez dans les paramètres de votre automate, vous pouvez aller configurer certains détails concernant l'actualisation de vos entrées-sorties. Vous pouvez notamment activer l'actualisation de vos entrées-sorties à l'arrêt. Lorsque le programme n'est pas en marche, vous pourriez forcer l'automate à actualiser l'état de ses entrées-sorties. Vous pouvez aussi définir le fait que vos entrées-sorties soient actualisées au choix si elles sont utilisées dans votre tâche, c'est-à-dire dans votre programme, ou alors en permanence. Donc c'est une des choses qui peut surprendre lors des premières mises en service, c'est de se rendre compte que nos entrées-sorties ne sont pas actualisées. On a juste besoin de visualiser au démarrage un petit peu l'état de ces entrées-sorties. On n'a pas encore forcément saisi de programme, et on se rend compte qu'on n'arrive pas à voir le changement d'état de nos différentes entrées-sorties. Et bien c'est parce que par défaut, Codesys n'actualise les entrées-sorties que si elles sont utilisées dans la tâche gérant ces entrées-sorties. Donc si vos variables n'ont pas été appelées dans votre programme, les cartes d'entrée-sortie ne seront pas rafraîchies. Donc vous pouvez aller changer ce comportement pour dire à Codesys de toujours actualiser vos entrées-sorties. Voilà. Un dernier élément qu'il nous reste à voir dans ce chapitre sur les variables, ce sont les variables persistantes. Donc les variables persistantes, ce sont des variables qui sont mémorisées au rechargement d'un programme automate. Alors il y a une petite subtilité dans ce genre de variables, c'est qu'il existe dans Codesys les variables written et les variables persistantes. Les written sont sauvegardées au redémarrage du programme ou de l'automate. Les persistantes, elles seront sauvegardées au rechargement du programme. En général, vous choisirez de cocher les deux afin d'avoir des variables qu'on appelle de type written persistante. Ces variables doivent cependant être déclarées dans un fichier de variables globales différent des autres fichiers. Donc en allant sur votre application, vous pouvez faire un clic droit et ajouter un élément persistant var qui vous permettra de déclarer ces variables comme vous le faisiez dans un fichier de variables globales classique. Alors dans notre cas, le PFC100 de Vago supporte les variables persistantes, mais il faudra faire attention au choix de la cible, car dans certains cas, certains matériels peuvent ne pas être compatibles avec l'usage des variables persistantes, car ces variables font appel à des composants hardware spécifiques. Alors vous remarquerez que la syntaxe de déclaration ainsi que l'usage des variables persistantes est très similaire à l'usage des variables globales.
Il y a cependant une petite différence, vous ne pouvez pas affecter d'entrée-sortie physique directement à des variables persistantes comme vous pourriez le faire sur des variables globales. Mis à part ça, l'usage reste assez classique. Alors dans la fenêtre de déclaration de votre variable, vous pouvez remarquer que vous pouvez choisir le domaine de votre variable, donc c'est-à-dire s'il s'agit d'une variable locale ou globale, ainsi que l'objet dans lequel cette variable va être créée. Dans notre cas, si nous choisissons un domaine global, nous allons pouvoir choisir l'objet GVL que nous avions créé par le passé s'il s'agit d'une variable normale ou d'une variable written. Mais à partir du moment où il s'agit d'une variable persistante, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous devons sauvegarder cette variable dans le fichier persistent-var. Donc le choix dans le menu objet est restreint en fonction du type de variable que nous avons déclaré. Alors un des cas d'usage classiques de ces variables persistantes est de sauvegarder et de stocker des paramètres de réglage de notre application. On pourrait même par exemple y stocker des réglages d'une recette. Donc dans ce genre de cas d'usage, il paraît incontournable de pouvoir sauvegarder l'état de ces variables. Donc lorsque vous êtes en ligne, en se rendant dans votre fichier des variables persistantes, vous pouvez effectuer un clic droit sur vos variables et choisir d'enregistrer les valeurs actuelles dans la recette. Donc le logiciel créera une recette dans l'arborescence de votre projet dans laquelle il sauvegardera la valeur des variables. Vous pourrez ensuite les rétablir dans une autre application ou un petit peu plus tard dans votre cycle de mise en service ou de dépannage afin de ne pas avoir à noter la valeur de chaque variable et à devoir les ressaisir une à une lorsqu'il s'agit de tableaux ou de structures. Et il peut y avoir beaucoup de valeurs à sauvegarder, donc cet outil peut être très pratique de pouvoir enregistrer ou rétablir les valeurs à partir de la recette. Alors là, nous modifions la valeur de notre variable consigne, et comme on peut le remarquer, donc après avoir écrit la valeur, si on effectue un clic droit et qu'on choisit de restaurer les variables depuis la recette, sa valeur initiale que nous avions sauvegardée avec pour valeur 23 est bien rétablie dans la variable directement. Alors voilà, c'est terminé pour ce chapitre sur les variables, et donc la prochaine fois nous attaquerons la partie programme.